Le thème de l'échelle est d'autant plus intéressant qu'il est un symbole universel partagé par toutes les religions et toutes les symboliques, et qu'il met en contact les pôles les plus opposés de l'existence, en particulier le pôle de la terre et du ciel, en quelque sorte, comme on le voit dans le cadre de l'échelle de Jacob, dans la religion juive et dans la religion chrétienne. Alors c'est aussi un symbole de la hiérarchie, puisque plus on monte les degrés de l'échelle et plus on monte en valeur absolue, dans la hiérarchie artistique ou dans la hiérarchie politique ou symbolique. Mais on peut aussi imaginer une échelle horizontale, avec des barreaux qui n'impliqueraient plus une verticalité. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et j'ai un peu étudié ça dans différents travaux, c'est le fait que l'échelle est un lien, est une médiation, comme on dirait aujourd'hui, qui unit effectivement les pôles les plus opposés de l'existence et qui renvoie, si on imagine une échelle infinie, à un infini de grandeur et à un infini de petitesse. En particulier dans la pensée platonicienne, il y a un texte du Gorgias, de ce dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, dans lequel Socrate fait remarquer que le ciel et la terre, Ouranos et Gaïa, pour leur donner leur nom grec, sont unis par des liens inextricables que Platon appelle l'égalité géométrique. Il ne dit pas l'échelle, il dit l'égalité géométrique, c'est-à-dire qu'il utilise une autre métaphore, une métaphore géométrique, c'est le cas de le dire, et non pas simplement une métaphore technique en prenant un outil qui serait l'échelle. Et le ciel et la terre, les dieux et les hommes, on imagine les dieux tout en haut et les hommes tout en bas, sont unis par une égalité géométrique, c'est-à-dire par une égalité de proportion que l'on peut représenter symboliquement par une échelle qui monte et qui descend. L'échelle de Jacob dans l'Ancien Testament, c'est un songe de Jacob où le personnage en question voit dans son songe les anges monter et descendre du ciel sur la terre et de la terre jusqu'au ciel, comme si ça symbolisait en quelque sorte tous les événements de la vie, la montée, la croissance et la descente ou la faiblesse ou peut-être l'épuisement ou voire la mort. Donc l'échelle de Jacob renvoie aux oppositions de la vie et de la mort, du ciel et de la terre, des dieux et des hommes, enfin de Dieu et des hommes. Et si on l'applique à la vie actuelle, à la vie moderne, ça renverrait au fait que nous sommes sans arrêt tentés entre la mesure et la démesure. L'échelle est toujours une échelle de mesure, d'ailleurs on parle d'une échelle des temps, d'une échelle de l'espace. On est toujours tenté à nous développer dans le sens de la démesure et donc à monter l'échelle le plus haut possible, à redescendre du côté d'une mesure plus équilibrée et donc à redescendre le plus bas possible, ou à essayer de compenser sans cesse dans la vie quotidienne toutes les possibilités que nous avons. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans le monde moderne? C'est que nous avons un ensemble de possibilités techniques, scientifiques, sociales évidemment, même financières, qui renvoie même à la virtualité de l'existence et pas simplement à la réalité de l'existence, qui fait que nous sommes sans arrêt tirés ou tiraillés entre des extrêmes. Et le thème de l'échelle dont vous parlez est un thème qui est intéressant symboliquement parce qu'il montre que c'est à la fois un jeu d'opposition entre les barreaux du haut de l'échelle et les barreaux du bas de l'échelle, et en même temps une sorte de jeu dialectique entre le haut et le bas, le haut qui peut se transformer en bas quand on redescend les barreaux, le bas qui peut se transformer en haut quand on remonte les barreaux, ou tout simplement quand on inverse l'échelle. Une échelle par définition est symétrique des deux côtés, enfin classiquement. Et donc vous pouvez inverser les barreaux qui montaient en haut pour les faire descendre en bas et vice versa. Un petit peu comme un escalier que vous pouvez monter ou descendre ou monter. Et dans l'existence, nous avons sans arrêt ce jeu de montée et de descente, d'accroissement et de décroissement, ou comme disait Simone Weil, d'ouverture à l'autre, de monter vers la plénitude, ou de descendre vers la réalité la plus quotidienne et la plus banale. Et dans le monde du travail, à l'heure actuelle, la notion d'échelle est extrêmement présente. Bien évidemment, je pense
à la hiérarchie sociale et qui ne date pas au fond d'aujourd'hui, puisque la première échelle laïque date du XIVe siècle avec l'Hortus Deliciarum, qui déjà, parce qu'à l'époque on dénommait les barreaux des échelles avec des fonctions. La notion d'ascenseur social, la notion d'échelle au plan économique, votre point de vue de philosophe à ce sujet? C'est intéressant que vous parliez d'ascenseur social, parce que l'ascenseur est une modification du thème de l'échelle. L'échelle, quand vous montez une échelle ou quand vous la descendez, vous faites ça de façon discontinue, puisque vous montez ou vous descendez un barreau à la fois, deux barreaux à la fois, mais c'est discontinu. Les barreaux étant eux-mêmes discontinus, séparés les uns des autres. Dans un ascenseur, c'est continu au contraire. Vous montez du premier au dernier étage, ou vous descendez du dernier au premier étage, de façon continue, même si vous pouvez vous arrêter à chaque étage. Donc le mouvement de l'ascenseur est continu, le mouvement de l'échelle est toujours discontinu. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la société moderne, ou dans les sociétés modernes qui sont de type démocratique, on parle d'ascenseur social précisément parce qu'on suppose qu'en démocratie, on peut de façon continue changer de niveau. On peut progresser, ou malheureusement régresser, par rapport au point de départ. Tandis que dans les sociétés traditionnelles de type aristocratique ou de type hiérarchique, les barreaux sont fixes une fois pour toutes, en quelque sorte. Quand vous êtes en haut de l'échelle sociale, comme on dit encore aujourd'hui, vous y restez, vous êtes un aristocrate ou vous êtes un grand bourgeois. Tandis que quand vous êtes tout à fait en bas, quand vous êtes un vilain, comme on disait au Moyen-Âge, ou un paysan, vous ne pensez même pas ni à un ascenseur social, puisque l'ascenseur n'existe pas à ces époques, ni même à changer de niveau d'échelle. Vous vous contentez tout simplement de votre situation, c'est-à-dire que la condition humaine reste fixée de façon définitive en quelque sorte. Alors lorsqu'on a la chance d'être né dans une région du monde où on a la possibilité de grimper les échelons de l'échelle, j'essaye à mon niveau en tant qu'artiste peintre de les gravir, moi aussi, mais pas toute seule. J'ai développé un concept artistique autour de cette notion d'échelle qui, encore une fois, est intemporelle et interculturelle, et d'en faire un lien entre toutes les cultures, les nations et les peuples, en rapprochant cette notion d'échelle de l'ADN qui au fond a été découverte très récemment, c'était dans les années 50, en 1952, oui, même si les débuts des recherches datent de 1888, il me semble. Donc en tant que philosophe, pensez-vous que l'art puisse avoir une implication politique, diplomatique, afin de participer à l'avancée, à la construction de ce monde? Il ne faut jamais oublier que historiquement, le politique a toujours été lié au sacré ou au religieux. C'est ce qu'on appelle parfois chez les philosophes justement le théologico-politique. Le fait que les grandes catégories de la politique, catégorie de liberté par exemple, la catégorie de dignité de l'être humain, etc., sont au départ des catégories de type théologique. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est parce que dans la religion chrétienne, depuis Pic de la Mirandole, à l'époque médiévale, jusqu'à Kant au XVIIIe siècle, le fait que dans la religion chrétienne, l'homme ait été créé par Dieu lui donne une dignité. Comme dit Pascal, toute la dignité de l'homme tient dans la pensée, mais la pensée lui a été donnée par Dieu. Et donc si vous pensez que l'être humain a une dignité de type religieux, vous allez, avec une évolution de type laïque, penser que le citoyen a une dignité de type politique, en quelque sorte. Il y a une sorte de transfert de la dignité de l'homme en tant que créature de Dieu jusqu'au citoyen en tant que créature de la cité, en tant que créature de la société. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait avancer que dans les sociétés modernes qui sont de type démocratique, il reste des éléments symboliques, des éléments artistiques, des éléments religieux qui se concentrent sous de nouvelles formes de type laïque, de type neutre, si vous le voulez, mais qui conservent du passé et des sociétés traditionnelles cette dimension symbolique qui fait que l'homme éprouve sourdement que sa représentation artistique, quelle que soit la forme artistique, depuis les grottes de Lascaux jusqu'aux installations d'aujourd'hui, les plus modernes ou post-modernes, on pense toujours que la forme artistique, on dirait pas simplement des formes plastiques, on peut parler aussi des formes musicales, de l'opéra, du cinéma, du théâtre, ont pour fonction de donner à l'homme le sens de sa vie, dimension symbolique en quelque sorte. Et donc pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement que l'art, sous toutes ses formes, soit l'art du passé, soit l'art contemporain, le plus contemporain, a pour fonction d'essayer de donner un sens
à l'inclusion de l'homme dans la cité, et donc par là même à l'inclusion de l'homme par rapport aux autres hommes. Alors vous remarquez très justement que l'échelle, comme d'autres symboles, est toujours ancrée dans une culture, dans une civilisation et donc dans une particularité au fond, tandis que vous visez un symbolique plus universel de l'échelle qui se manifesterait à travers ces manifestations plus concrètes. Alors ça s'explique. C'est exactement un peu comme la lumière du soleil, pour prendre une autre métaphore. Les objets ou les paysages ou les visages sur lesquels se pose le soleil, à chaque fois l'éclairage est différent. Donc on peut avoir une infinité d'éclairages différents selon les objets particuliers ou singuliers considérés, mais la lumière du soleil, et donc l'énergie qu'elle diffuse, elle est universelle. Donc c'est exactement ce que vous voulez faire. Montrer que l'échelle est un symbole universel, mais qui est réfracté ou diffracté de façon singulière ou communautaire en fonction des différentes cultures considérées. Dans l'Égypte ancienne, il y avait un symbole en forme de ki grec, c'est-à-dire en forme de croix de 180 degrés, si vous voulez, de X majuscule, si on prend une lettre récente, moderne, qui représentait à la fois l'âme du monde, c'est-à-dire le principe énergétique de l'ensemble de l'univers, et l'âme de l'homme, un petit ki, si vous voulez, une sorte de micro-échelle ou de micro-croix qui était incluse dans la grande croix en tant que telle. Et pour les Égyptiens, on pouvait monter de la petite échelle à la grande échelle, de la petite croix à la grande croix et redescendre évidemment, pour montrer qu'il y avait une sorte d'articulation ou d'organisation générale de l'univers dans lequel l'homme tient sa place à un niveau certes humble, minimal, mais tient une place tout à fait naturelle. C'est ce qu'on pourrait appeler une structure architectonique. Au fond, l'échelle dont vous parlez dans vos travaux d'artistes, comme la croix, sont des structures ou des symboles. Encore une fois, le psychiatre et psychanalyste Jung disait des archétypes, en reprenant d'ailleurs un vieux mot de Platon, des symboles architectoniques, c'est-à-dire qui articulent le haut et le bas, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce qui renvoie au cosmos et ce qui renvoie tout simplement à l'homme ou à la cité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment toutes ces harmonies, à des échelles différentes, alors là je prends échelle au sens mathématique du terme, au sens géographique du terme, c'est de voir comment toutes ces harmonies différentes correspondent. Il n'y a pas simplement des symboles de type visuel et donc de type picturaux ou sculpturaux ou architecturaux, il y a aussi des symboles de type musicaux. Dans une échelle musicale, puisqu'on continue à parler d'une échelle, peut avoir une signification symbolique dans différentes cultures. Tout dépend de la manière dont vous découpez l'échelle des sons, c'est-à-dire l'ensemble des éléments acoustiques, l'ensemble des intervalles musicaux entre des sons différents, qui fait qu'avec des échelles différentes et avec des éléments de comparaison différentes, vous allez avoir des musiques différentes, déjà des gammes différentes. La gamme en musique correspond à l'échelle, si vous voulez, en peinture. Car au fond, qu'est-ce que c'est qu'une échelle? Sinon un certain découpage de l'espace entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une gamme musicale? Un certain découpage sonore en fonction des intervalles musicaux de secondes, de tierces, de quartes, de sixtes et d'octaves finalement, du do fondamental au do au second do.